cet appel. Pas mal de maires ont rejoint cet appel. Et je crois même qu'il y a des conseillers régionaux et même des députés qui ont rejoint cet appel. Non, c'est pour nous quelque chose, un message important. Et je ne pense pas qu'on aura encore la bascule, mais c'est quelque chose qui s'inscrit vraiment dans nos objectifs. On le salue et on va quand même y donner notre vision associative. Nous avons rencontré ces maires-là, etc. Mais voilà, on a là une forme de travail commune et il y a 2 ou 3 points, on va vous préciser. On y va. Alors, bonjour d'abord. Pourquoi moderniser cette ligne existante plutôt que construire une LGV? Bien, quoi que dise SNCF Réseau, parce que vous avez dû voir ça dans vos papiers, ils disent qu'il vaut mieux construire une LGV parce que moderniser la ligne existante, ça reviendrait aussi cher. Eh bien, nous, on pense le contraire. On n'est pas les seuls à le penser. Vous avez le COI, c'est le Conseil d'orientation des infrastructures. Ce conseil, il est dirigé par David Valence, qui est le vice-président de la région Grand Est. Et il conseille le gouvernement sur le choix des infrastructures à construire, que ce soit les autoroutes ou les lignes ferroviaires. Et eux-mêmes disent que construire Bordeaux, réaménager la ligne Bordeaux-Dax reviendrait beaucoup moins cher que de construire une LGV. Et SNCF soutient le contraire. Et Rousset dans la même occasion. Donc, ensuite, cette ligne a une forte capacité puisque peuvent circuler 264 trains par jour, c'est-à-dire 132 par sens entre Bordeaux et Dax, et 240 ici sur le pont sur la Douche. Mais 264 jusqu'à Bayonne, quand même. Et 264 jusqu'à Bayonne. Et entre Andaille et Bayonne. Voilà. Et que le pont a Dour. Donc, en fait, vous voyez qu'à l'heure actuelle, il circule, dernier recensement en 2019, puisqu'on a les chiffres de 2019, il circulait 99 trains sur cette ligne. 89 trains en sortie de Bordeaux, qui est le point le plus contraint entre Bordeaux et Facture, parce que vous savez qu'à Facture, après, il y a des trains qui filent sur Arcachon. Et ici, il en circule une cinquantaine entre Bayonne et la frontière. Et près de 70 sur le pont. Puisqu'il y a les racines et qu'il y a la voie pour pont aussi. Alors on nous dit qu'il faut construire une ligne nouvelle pour laisser à la ligne existante le passage de tous les trains de fret. Or, il vient d'avoir une étude qui est sortie, qui a été demandée par la Commission européenne elle-même, et qui est une étude qui étudie les perspectives du trafic fret sur le corridor atlantique, c'est-à-dire sur la ligne Bordeaux-Espagne. Et voilà ce qu'ils disent. Ils estiment qu'en 2030, il y aura à peu près entre 5000 à 6400 trains de fret par an, ce qui vous fait 14 à 18 trains de fret par jour. Or, aujourd'hui, il en passe ici 8 entre Bayonne et l'Espagne, 4 par sens. Donc, vous voyez que quand on vous dit il faut à tout prix construire une ligne parce qu'on va être embouteillé par les trains de fret, ce qui est absolument faux. Et cette étude, c'est pour 2030. Et donc, après l'arrivée de l'Y-Bus. Je veux dire que l'Y-Bus ne nous inquiète pas en tant qu'urgence. Il faut moderniser la voie existante parce que c'est un choix d'aménagement qui nous convient en tant que territoire. Alors, le deuxième argument que vous pouvez entendre, c'est qu'on vous dit, grâce à la LGV, on a une ligne mixte qui va permettre aussi le passage des trains de marchandises. Oui, c'est vrai, mais jusqu'à Dax seulement. Parce qu'à Dax, le tronçon Bordeaux-Dax, c'est le seul tronçon qui est à grande vitesse. Vous avez les TGV qui pourront circuler à 320.
Et de Dax à la frontière, c'est une ligne qui est mixte, voyageurs, marchandises, mais les trains ne pourront rouler qu'à 220. Certes, il y aura des trains de marchandises, mais à Dax, ils seront obligés de reprendre la ligne existante. Donc, à l'entrée de Bordeaux, vous aurez tous les trains de marchandises, ceux qui sont passés par la ligne existante et ceux qui sont passés par la ligne nouvelle jusqu'à Dax, puisqu'après ils reprennent. Donc, finalement, construire une ligne nouvelle, ça va libérer quoi? Quelques sillons pour faire passer les TGV, c'est tout. 1 milliard, rien que pour le TGV. Pas de TER, pas de fret. C'est des lignes qui ont un trafic minable. C'est des lignes qui coûtent la peau des fesses et qui ont un trafic minable. Alors que les lignes existantes, en acceptant les diverses formes de trafic, ont un rôle économique remarquable. Alors, bien sûr, eh bien, moderniser la ligne existante, c'est éviter de construire donc la LGV, et vous connaissez l'impact environnemental de la LGV, on va reprendre la construction de la LGV. Mais c'est aussi une meilleure desserte de Bayonne. Ça, on vous rappelle comment Bayonne va être desservie par la LGV. Alors, on vous a fait un petit schéma en bas, je ne sais pas si c'est clair. La première flèche jaune, elle se situe à hauteur de Labenne. En noir, vous avez la future ligne, la LGV. Vous le voyez là, le gros papillon. Première flèche jaune, les trains qui arrivent, qui prendront la LGV, arrivés à la Benne, vont prendre la ligne rouge. C'est-à-dire qu'il y aura un tronçon qui va permettre de les raccorder à la ligne actuelle. Donc les trains sortent à la Benne, ils prennent la ligne actuelle. Ils arrivent, ils desservent Bayonne. Je sais pas si vous voyez, Bayonne, c'est dans le noir, là. Je sais pas si je peux vous montrer, là, tu le vois. Voilà. Là, Tarnos, et Bayonne, c'est écrit là. Tu peux sortir sur le top. Là, tu l'as là. Voilà. Bayonne est là. Donc, ils desservent Bayonne, et ensuite, ils repartent. Ils prennent un bout de la ligne de Pau, et ensuite un raccordement pour retrouver la LGV. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des LGV qui arrivent ici, il y en a qui vont continuer tout droit, qui ne vont pas s'arrêter à Bayonne. Et il y en a qui vont arriver ici, il y en a qui vont faire comme maintenant, qui vont partir vers Scandaï, et d'autres qui vont rejoindre la ligne existante. Voilà pourquoi on dit, à Bayonne, il y aura 2 TGV sur 3 qui s'arrêteront. Et sans doute, à Biarritz, du Sandaï, 1 TGV sur 3. Vous avez compris comment ça marche? Voilà, c'est-à-dire ça, voilà, Bayonne est squeezé, comme Dax d'ailleurs. Le tracé en noir, c'est le projet GPSO. C'est le projet GPSO, voilà. Qui dessert donc jusqu'à Irun, jusqu'à voilà, donc lui, s'il passe par là, il passe la Bidassoa, à Veriatou, et il squeeze Irun. Il squeeze Irun, c'est ce qu'on va vous montrer après. Donc vous voyez que finalement, si on modernise la ligne existante, on sera mieux desservi que par la LGV. C'est-à-dire, c'est 100 000 habitants quand même, hein, le BAB ici. Et donc, on évite 100 000 habitants, en quelque sorte, de desservir 100 000 habitants avec la LGV. Et j'ai rencontré le maire d'Irun. On est allé l'interroger, il dit, qu'est-ce que vous pensez du projet? Et voilà, ce qu'il m'a répondu en espagnol, si el proyecto se hace, Irun muere. Si le projet se fait, Irun meurt. Et pourquoi? Parce que regardez, en gris, vous retrouvez la LGV. La LGV, elle franchit la Bidassoa à Veriatou et elle vise à Sigaraga. Et elle laisse Irun complètement à côté. Donc Irun ne sera pas desservi par la LGV. Si Irun n'est pas desservi par la LGV, Hendaye ne l'est pas, Fontarabie non plus, vous allez dans tout le bassin de la Bidassoa, il ne sera pas desservi par la LGV. D'où l'intérêt de moderniser la ligne existante et que Hendaye soit desservi, Irun soit desservi, puis après on file vers Saint-Sébastien. C'était clair? Alors c'est là. Alors après, vas-y. Donc sur les performances parce que nous avons vu que, bon, non, vous avez vu que le premier point c'est il y a la capacité
et il y a une meilleure desserte par rapport avec le voie glissante. Ici, maintenant, c'est les gains de temps, parce que on a vu dans la presse tout et n'importe quoi. Et il suffit que Rousset dise quelque chose. Voilà. Moi, j'ai dit qu'on va gagner 55 minutes avec la LGV. Alors, on va démontrer cela. Ça, c'est un document RFF. C'est le document RFF. Vous le verrez mieux, un peu plus grand. Donc, ici, de Bayonne à Bordeaux, c'est en bleu. Et on dit ils disent 1h05. Par contre, si on regarde ici, toujours sur la LGV, on a ici 24 minutes entre Bayonne et Dax. On a ici 19 minutes entre Dax et Mont-de-Marsan. Et on a 34 minutes entre Mont-de-Marsan et Bordeaux. Quand on fait la somme, ça fait 1h17. Donc, premier point, on compare quoi? Des trains qui s'arrêtent ou des trains qui ne s'arrêtent pas? Nous, on assume parfaitement la ligne existante, elle s'arrête. Voilà. Et donc, eux, il faut qu'ils assument, qu'ils disent aux gens de Dax, on ne s'arrête pas. Donc, je pense qu'il y a un train sur 3 au moins qui va s'arrêter à Dax. Et pareil c'est très très peu. Donc, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, vous avez vu, je vous demande de retenir donc la LGV, en s'arrêtant, entre Bayonne et Bordeaux, elle ne met pas 1h05, elle met 1h17. Et maintenant, on va regarder autre chose. Ça, c'est quelque chose qui est dans le débat public. Quand vous aurez votre document, vous pourrez voir la référence et la page. C'est quelque chose du débat public et qui, parce qu'ils sont obligés d'avoir une petite alternative, est perdu dans des milliers de pages. Donc, personne ne parlait, sauf nous. Donc ici, c'est un scénario de modernisation des voies existantes sans création de voies nouvelles. Et ces documents, c'est des photocopies. Ici, nous avons la description. C'est une amélioration des caractéristiques techniques de la ligne existante permettant des gains de temps importants et une augmentation de la capacité sans création de lignes nouvelles, à l'exception de la rectification de certaines coupes. C'est ce que les experts suisses ont appelé des aménagements mineurs. Parce que il y a des aménagements plus importants qui peuvent être faits. Et là, nous avons les temps que RFF a calculés. Donc ici, nous avons Bordeaux-Bayonne, le temps de référence. 2006, date du débat public, comme en 2000, les TGV, entre Bayonne et Bordeaux, mettaient 1h36 dans le temps de référence officiel retenu pas par nous, par RFF. Et donc là, ils disent que ça fera 1h19. Vous me rappelez qu'on a dit 1h17? Et à 2 minutes. Et à 2 minutes. Comme tous les trains ne s'arrêteront pas à Mont-de-Marsan, etc., les commissaires enquêteurs de Bordeaux-Dax ont évalué, eux, autour de 5 minutes, comme le Conseil général de l'investissement qui situe à 5 minutes. Vous voyez que les gains de temps entre la voie existante et la LGV sont ridicules. Ridicules. Du coup, là, 1h19, c'est quoi? C'est 1h19. C'est la LGV ou c'est la modernisation des voies? C'est ça, c'est la modernisation. D'accord. Voilà, c'est le scénario 1B. C'est le scénario dont je voulais parler. Ça s'appelle le scénario 1B. Et donc, c'est 1h19. Avec des gains de temps. Et ça, c'est les gains de temps. Hein. Donc, vous avez ici Bordeaux. Là, ici, un gain de temps de 17 minutes. Donc, c'est 1h36 moins 17 minutes. Voilà. Vas-y, tu peux y aller. Commentaire là-dessus. Ici, le temps de référence de cette même ligne, c'est 1h36. En 2006. Et en l'an 2001 et en l'an 2000, au début du siècle. Et pratiquement, à la fin du siècle dernier, c'était 1h36. Est-ce que vous savez combien on met aujourd'hui avec les TGV pour aller jusqu'à Bordeaux?
on met plus d'1h50. Donc, vous allez voir, il y a des travaux qui ont été faits, des travaux qui peuvent faire gagner de la vitesse. Eh bien, nous, on en a perdu presque 20 minutes. C'est un sujet que je vous livre. Pourquoi RFF ralentit-elle les trains? Pourquoi les trains sont-ils ralentis? Pourquoi le temps de référence a reculé? Voilà. Et évidemment, si aujourd'hui on prend ces nouveaux temps de référence, 1h50, et qu'on ne compte pas non plus les arrêts, alors on a, oui, aussi, il arrive à 55 minutes de gain de temps. Vous comprenez? Donc, le 1h36, dans les conférences publiques que nous avons faites, on est tombé à 2 reprises sur des conducteurs de TGV. Et ils ont validé tout ce qu'on disait, et ils l'ont validé, d'autant plus qu'ils nous ont dit, oui, des fois on démarre de Bordeaux avec un quart d'heure de retard, et on n'a aucun mal à le rattraper. Donc, aujourd'hui, on fait circuler volontairement les trains en perdant presque 20 minutes. Un quart d'heure et quelques. Voilà. Pourquoi il y a ces performances? Mais parce que la LGV fait 35 km de plus que la ligne existante. Comme il y a un tronçon commun avec Bordeaux-Toulouse, la LGV fait donc 35 km, même à grande vitesse. Ouais. Ensuite, le second point, c'est que un TGV met 15 minutes pour prendre la grande vitesse quand il démarre, et il met 15 minutes pour s'arrêter quand il freine. Donc s'il y a des gares tous les 30 km, jamais le TGV ne prend la grande vitesse. C'est le deuxième point. Pourquoi? Donc vous voyez, entre ça et puis les arrêts, mais la LGV perd de ses capacités de grande vitesse. Voilà. Vas-y. Maintenant, la modernisation de la voie existante. On y va. Tout ça, ce sont des travaux qui ont été faits ou qui sont en cours. Il y a déjà 589 millions d'euros qui sont déjà investis, qui ne seront pas à investir. Et vous verrez que si RFF nous fait le calcul, ils vont les rentrer cela pour dire que ça va coûter ça. C'est intéressant parce qu'il y a une base travaux qui a été déjà, ça a coûté 12 millions à la LUC. Le base travaux, c'est l'endroit où on stocke tous les éléments qui permettent la modernisation ou la construction d'une voie nouvelle. Une voie nouvelle a aussi une base travaux. Donc celle-là, elle est déjà disponible et elle est sur la ligne existante. On a ici des rails et des traverses de balade sur 2 voies. En particulier, ils ont commencé à mettre, et ici, des rails de 800 mètres de long, soudés. Vous savez que chaque rail, quand le train passe, vous entendez le tuk-tuk, tuk-tuk. Si vous l'entendez tous les 800 mètres, au lieu de tous les 30 mètres, ou au lieu de tous les 80 mètres, il y a une amélioration que beaucoup de riverains ont déjà constatée. Ici, ça c'est sur Bayonne-Hendaye, la même chose sur Bayonne-Dax. Le pont Landour a été remplacé avec deux lignes, alors que il y avait un scénario RFF avec trois voies qui n'ont jamais voulu accepter que nous on voulait. La modernisation ici des gares, l'aménagement Bordeaux-Dax avec signalisation. Alors là, ils ont mis en place les blocs automatiques lumineux à la place des blocs automatiques lumineux à permittivité restreinte. Le résultat, c'est que au lieu de se suivre à 11 km de distance par sécurité, les trains se suivent à 2 km de distance par sécurité, ce qui a augmenté la capacité de la voie énormément, donc plus de trains. Ici, la nouvelle signalisation entre Bordeaux et Dax, ça n'existait pas, entre Hendaye aussi, et en plus il y a ce qu'on appelle l'indication IPCS, c'est l'indication permanente de contresens. C'est-à-dire qu'il y a des signalisations qui donnent des indications au conducteur. Pendant un quart d'heure, il n'y a pas de train qui arrive en face, vous pouvez doubler les trains là, en toute sécurité. Vous voyez que ça permet aux trains rapides de doubler les trains
lent, ça n'existait pas sur ces fractions de bois, et ça existe. Donc, si ça a été construit, c'est inadmissible que les trains aujourd'hui mettent plus de temps qu'en 2006. Après, renforcement de l'alimentation électrique, on pense que là, il y aura des travaux à faire. Encore des rails et des traverses. Le tunnel Saint-Esprit a été refait, le pont et le tunnel à Guétary. À Dars-Morsens, il y a le ballast aussi. Et il y a aussi au sud de Bordeaux du ballast et des traverses. Donc, et il y a aussi quelque part, voilà, évitement entre Dax et la Motte, ce sont des évitements, ce sont des bifurcations qui permettent au train lent de se garer pour se faire doubler. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a des travaux qui sont faits, qui ont augmenté la capacité et qui ont augmenté la possibilité de vitesse. Et qu'on fait faire le contraire. Tu passes. Vas-y. Alors, donc pour nous, ça c'est le tableau que je viens de vous commenter. Pour nous, on considère donc que on peut encore faire d'autres modernisations. Mais en tous les cas, si on regarde ces travaux-là, on remarque que par rapport à une LGV, il n'y a pas d'expropriation. Par rapport à une LGV, il n'y a pas de défrichement nouveau. Par rapport à une LGV, il y a peu de matériaux à mettre sur une plateforme existante. C'est pas inintéressant. Voici une brochure RFF. Ils sont très fiers. Ils sont très fiers d'annoncer qu'en excavation, en sortie de déblai, on arriverait à 38 millions de mètres cubes, 5 fois l'équivalent du tunnel sous la Manche. Avec une LGV, c'est ça. Avec une voie existante, le boulot est pratiquement fait. Certes, sur la plateforme, il va ramener un peu plus de ballast, etc. Mais en plus, on ramènera en train et pas par camion, etc. Donc, vous voyez, ces différences, elles coûtent de l'argent, énormément. Je continue. Il n'y aura pas un nouveau pont sur la Dour, parce qu'il faut, si entre Tarnos et la Ronce, il faudra un nouveau pont sur la Dour. Il n'y aura pas un nouveau pont sur la Nive, qui est prévu près de Villefranche. Il n'y a pas de nouveau pont sur la Nivelle, que la LGV devra construire. Il n'y aura pas de nouveau tunnel. Les apports de matériaux pourront se faire par la voie ferrée, et non pas en détruisant une bande tout le long de la voie, comme ferait la voie nouvelle. On va parler des passages à niveau. Beaucoup de passages à niveau sont aujourd'hui sécurisés, pas tous. Donc même sur une modernisation des voies, il faudra. Mais pour une LGV, il faudra faire des travaux sur toutes les routes traversées. Parce qu'on ne s'amuse pas à faire un passage à niveau sur une ligne à grande vitesse. Donc ça sera un pont ou un tunnel. Donc vous voyez que ici, c'est un simple bon sens de dire les voies modernisées vont coûter bien moins cher. Et sur le bilan carbone, ça fait un point non négligeable. Et un point non négligeable sur le bilan carbone. En gros, une voie modernisée consomme moins de bilan carbone, la moitié qu'une voie nouvelle. Voilà. Donc, attends, je vais juste commenter juste en bas. Ouais. Et donc, on peut encore renforcer l'alimentation électrique, on le souhaite. On compte rectifier quelques courbes, on le souhaite. On peut envisager une ou deux voies de garage supplémentaires. Je vous passe comment on détermine les voies de garage, mais on s'arrange aux heures de départ des trains et les heures d'arrivée, on s'arrange pour que les croisements ou le doublement des trains se situent en jouant sur les heures de départ, se situent dans des points bien précis où il y a une voie de garage. Traiter les passages à niveau qui restent à traiter et renforcer la protection des riverains. Mais surtout, un élément très important, c'est que nous souhaitons qu'on installe l'ERTMS. C'est fondamental. C'est fondamental. L'ERTMS, c'est la signalisation la plus moderne de l'instant. Aujourd'hui, avec ça, en sortie de Gare de Bâle en Suisse, il y a un train qui démarre toutes les 2 minutes, en toute sécurité, en termes de fluidité, en termes de capacité.
en termes de sécurité, là, c'est ce qui est le mieux. L'Europe tanne la France Ouais. pour qu'elle fasse le RTMS. Les conducteurs de train, aujourd'hui, au Pays Basque, 75% ont déjà suivi la formation de conducteurs de RTMS. Donc, oui, ça nous semble le point crucial, le point sans doute celui qui sera le plus important. On sait que RFF est en train de passer un contrat avec Nokia sur ce point-là, et on veut que ce soit mis effectivement sur la voie existante. Mais le RTMS, c'est aussi sur le LGV, c'est pas quelque chose qui va venir des coûts en plus, mais c'est ça qui, à notre avis, sera le plus fondamentalement le plus fondamental dans la modernisation. Donc, vous voyez que nous ne sommes pas capables de dire si la voie existante va coûter 4 fois moins cher, 5 fois moins cher, 2 fois moins cher. Mais on est sûr que la voie existante ne peut pas coûter plus cher. Et c'est pour ça que l'on veut que ce soit un bureau d'études indépendant qui mène ces études. Parce qu'on sait comment fait RFF. RFF sur Bordeaux-Toulouse, ils ont fait cette étude-là. Ils se sont arrangés pour faire des coupures de courbes dans des villages, dans des milieux urbanisés. Donc il faut exproprier des maisons, etc. En Quirac-Téturan, c'est comme si demain, ils nous calculaient sur Bayonne un raccourci en plein milieu de Alsace-Lorraine pour améliorer les voies existantes. Vous voyez un petit peu, le coût explose. Donc rien qu'avec 2 chaînes, un raccourci sur Bordeaux-Toulouse, ils ont fait exploser pour pouvoir dire ça coûte aussi cher les voies existantes que les voies nouvelles. Donc là, on sait que ça ne coûtera pas aussi cher. Et on veut que ce soit un bureau d'études indépendant et qu'on ne nous balade pas, qu'on nous a baladé pendant le débat public en nous promettant 170 trains de fret et aujourd'hui il y en a 8. Donc on invente des chiffres, mais pour justifier. Donc on veut que ce soit un bureau d'études indépendant comme SMA Protrans a été choisi par le président du débat public, il a été choisi et payé, et il nous a donné raison sur les capacités, donc on veut des bureaux d'études indépendants. Voilà. Ensuite. Alors voilà ce qu'on vient de vous dire. Regardez ce qu'écrit RFF. Quel crédit à accorder au coût annoncé par la SNCF? C'est là où ils essaient de prouver que moderniser une ligne, ça coûte aussi cher que construire une LGV. Je ne vous invente rien. Regardez, ici, 4,9 milliards d'euros pour rénover 50 km sur Bordeaux-Toulouse, et ils disent, pour l'intégralité de la ligne, si on construit une LGV de Bordeaux à Toulouse, on dépensera 5,6 milliards d'euros. Qui peut les croire quand vous voyez l'écart qu'il y a? 700 millions. Là, avec 4,9 milliards, vous ne pouvez rénover que 50 km. Et avec 5,6 milliards, vous pouvez construire une ligne sur 200 km, une ligne nouvelle. Voilà ce que dit la région Aquitaine. Ça, c'est sponsorisé par M. Rousset. La ligne nouvelle Bordeaux-Dax, le coût, 2,5 milliards d'euros. Le raménagement de la ligne Bordeaux-Dax à 220 km coûterait 3 milliards d'euros. Quand même fou, je crois, quand ils affirment ça. C'est pour ça qu'il faut une étude indépendante. Parce que, et alors là, toute la presse, vous êtes jeté sur ces chiffres. Ça, c'est extrait de Sud-Ouest. C'est Sud-Ouest qui l'a écrit. Et là, je sais pas, quand vous voyez des chiffres comme ça, vous posez des questions, vous dites, on est en train de nous enfumer, non là. Bref, qui financera maintenant cette LGV? Eh bien, on vient de l'apprendre. Donc, on dit c'est l'État qui participe, l'État c'est vos impôts, c'est la région qui participe, la région c'est nos impôts, mais on vous a rajouté des choses. Alors, les collectivités locales, elles ont signé ce plan de financement sans trop peut-être regarder. Alors, on leur a dit, pour la Nouvelle-Aquitaine, toutes les collectivités, vous allez participer pour financer 2,474 milliards d'euros. Mais il y en a qui ont lu peut-être le protocole assez rapidement, et ils n'ont pas vu, et aujourd'hui ils ont l'air de découvrir ce qu'il y a dans ce protocole. C'est quand même un peu triste de la part de certains élus. On leur a dit,
si le coût du projet augmente, eh ben, c'est lui qui mettrait la main à la poche. Et l'État vient d'annoncer, si le coût du projet augmente, nous, on finance pas plus. On donne ce qu'on a promis, c'est tout. C'est les collectivités qui financeront. Les frais financiers, vous savez qu'ils ont mis en place une société de projet. Les frais financiers de gestion de cette société n'ont pas été estimés. On leur a dit, en gros, ça sera 10% de plus. Donc, dans les 2,474 milliards d'euros, les 10% de frais de gestion de la société de projet ne sont pas compris. Mais, voilà. Le montant de la subvention européenne, ils ont dit l'Europe donnera 20%. Aujourd'hui, vous avez le Conseil d'orientation des infrastructures qui dit, sur Bordeaux-Toulouse, l'Europe ne donnera pas 20%. Peut-être, dans le meilleur des cas, ils donneront 10%. Eh bien, les collectivités se sont engagées à financer la différence. Si l'Europe ne donne pas ça, eh bien, on s'engage à le financer. Et puis, en plus, si certaines collectivités ne peuvent pas faire face à leurs engagements, les autres collectivités sont solidaires, elles financeront à leur place. Et ensuite, ils se sont engagés à financer Dax Espagne. Or, Dax Espagne, la seule estimation que j'ai trouvée, c'est RFF qui l'a fait et qui dit, bon, ça coûtera aux alentours de 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros pour construire 91 km. C'est actuellement en train d'être réévalué. Le Conseil d'orientation d'infrastructure qu'on vous a envoyé cet après-midi signale ça, c'est actuellement en train d'être réévalué, donc on aura bientôt le coût supplémentaire. Donc vous voyez, quand on vous dit les collectivités se sont engagées pour financer ça, mais elles se sont engagées pour financer aussi beaucoup plus. Et ce sont des estimations de 2000. Absolument. Nous, ça ne nous étonne pas. Et alors, donc, le Conseil d'orientation des infrastructures dit, vous savez, si vous lisez bien le protocole de financement, on leur a dit, mais on va lever des impôts particuliers qui vont venir en déduction, qu'on va vous reverser pour que ça vienne en déduction de ce que les collectivités vont réellement payer. Alors voilà, ça c'est extrait du Conseil d'orientation du rapport du Conseil d'orientation des infrastructures. Vous voyez que pour le GPSO, vous avez une fraction de la taxe locale. Alors ça, c'est ce qu'on appelle en gros la taxe sur les bureaux qu'on va demander aux entreprises. Elle va être taxée sur les surfaces commerciales à usage de bureaux, sur les locaux commerciaux, sur les locaux de stockage, sur les locaux de stationnement. Ça fait un tel fois que personne n'a encore osé voter cette taxe. Ben, je vais venir. Et ça va varier suivant la proximité des gares. Absolument. Et puis, vous avez entendu parler, puisque c'est vous qui avez fait l'écho, il y a une taxe spéciale d'équipement qui est rattachée à la taxe foncière. On va vous en parler. Et puis, le Sénat vient de voter la taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour. Je vais vous en parler. Donc, pour l'instant, voilà les trois impôts. Deux sont déjà votés, c'est la TSE et la taxe additionnelle à la taxe de séjour. Reste à voter la taxe locale et il y en aura d'autres. La taxe sur les bureaux. Alors, qu'est-ce que c'est la taxe spéciale d'équipement? Vous savez qu'ils ont créé un établissement public local qui va rapatrier, qui va recueillir toutes les parts financières que les collectivités se sont engagées à payer. Donc, c'est l'organisme payeur, en quelque sorte. Et c'est eux qui ont 10% quand même de frais de gestion. Et ils vont également percevoir les recettes fiscales et une première part, donc la taxe spéciale d'équipement. Une première partie est prévue en 2023 et un complément en 2024. On a dit grossièrement, cette taxe spéciale d'équipement va rapporter 24 millions d'euros par an. Elle va être perçue pendant 40 ans. Et puis là, déjà, ça a augmenté. On a dit, pour l'année qui vient, ça va être 29,5 millions d'euros. Et ce montant va être actualisé tous les ans. Donc aujourd'hui, on vous dit, c'est de l'affaire de 4 ou 5 euros par contribuable. En fait, ça va augmenter tous les ans. Donc, cette taxe, elle va être perçue à tous les propriétaires fonciers, qui soient professionnels ou particuliers, qui sont soumis à la taxe foncière. Donc, si vous êtes propriétaire, vous payez une taxe foncière. Mais
vous payez également une taxe d'habitation. Elle a été supprimée et elle est maintenue pour les résidences secondaires. Donc tous les Parisiens et Bordelais qui ont des résidences secondaires ici, sur le Pays Basque, ils la paieront aussi. Et ensuite, elle est également payée par les entreprises. Ils donnent des locaux, ils payent une taxe foncière, ils paieront là-dessus. Alors, qui c'est qui va payer ça? Pas tout le monde. Ils ont fait de savants calculs, ce sont tous les habitants qui sont situés à moins d'1 heure en voiture d'une gare LGV. Donc, pour l'instant, nous, la gare LGV la plus proche, c'est Dax, puisqu'il n'y a pas eu d'enquête publique sur Dax Espagne. Donc ici, on a identifié, vous avez 2340 communes qui ont été identifiées sur le tracé Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Ici, vous voyez qu'on est impacté au niveau du Pays Basque. Bon, vous avez par exemple, Cambourg va payer cette TSE, mais Asparin qui est à côté ne va pas la payer. Vous allez voir, il y a des aberrations. Alors on s'est amusé, ça c'est pas nous qui l'avons fait, à voir le nombre de communes impactées. Alors, si vous cherchez ici, les Pyrénées-Atlantiques, 134 communes sur 546 communes du département vont payer cette TSE. Vous voyez que les Landes, je ne sais pas où ils sont. C'est bon, 309. Là, voilà, les Landes, pratiquement toutes les communes vont le payer. Vont la payer. Donc, ça commence à hurler un petit peu dans le coin. Puis après, vous avez, alors ça c'est passé inaperçu, le Sénat vient de la voter, la taxe additionnelle à la taxe de séjour. Mais j'aurais dû dire taxe additionnelle de séjour. Et ça vient d'être donc voté par le Sénat. Ils vont, à la taxe de séjour, rajouter une taxe de 34%. Il sera perçu dans tous les départements d'Occitanie et de la... L'Occitanie c'est fait, en Lot-et-Garonne c'est fait. Et ça va venir. Voilà. Et ici, vous voyez, vous avez tous les départements, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Pyrénées-Atlantiques, la Haute-Garonne, le Gers, les Hautes-Pyrénées, l'Ariège, le Lot, le Tarn-et-Garonne, au bénéfice de la société, donc du grand projet du Sud-Ouest. Donc ça, on va se faire un plaisir de le rappeler à Madame la maire de Biarritz, qui est très contente d'avoir une LGV. Et voilà, elle ira expliquer à ses hôteliers qu'ils vont payer encore, ils vont demander à leurs clients de payer 34% de plus sur la taxe de séjour. En Occitanie, c'était déjà appliqué, ça a fait un niveau de bouclier. Et les plus touchés, ce sont ceux qui gèrent des campings. Voilà, exactement. Plus après, les particuliers, les loueurs qui perçoivent la taxe de séjour devront demander une taxe additionnelle de 34%. Alors, comme je vous l'ai dit, la taxe sur les bureaux, ça existe, hein, ça c'est extrait pour qui finance le Grand Paris. Vous voyez, il y a donc une taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, etc. Là, on hésite à la voter, mais ils la voteront quand même un jour et les entreprises seront pénalisées. Et malgré toutes ces taxes, le Conseil d'orientation des infrastructures conseille d'étudier les possibilités de développer des taxes locales affectées pour contribuer à financer les grands projets. Donc c'est pas fini, on fera encore des impôts nouveaux. Et voilà. C'est comme ça que fonctionne la Société du Grand Paris, qui était partie avec les deux premières taxes TSE et la taxe sur la TSE et la taxe sur les bureaux, et qui en est aujourd'hui à 7 taxes complémentaires pour pouvoir financer le Grand Paris. Le Grand Paris qui était parti à 22 milliards et qui est à 36 milliards. Donc il faut s'attendre à d'autres cas. Oui, mais rappelons que en 2020, c'est en 2020, hein, c'est 2020 que c'est marqué, c'est une brochure que nous avons faite où on signalait que ça serait une pluie de taxes qui allait tomber, et donc comme le Grand Paris, et donc vous voyez qu'aujourd'hui, mais on a encore eu raison trop tard. Hein. Voilà à peu près. Donc, c'est tout ce qu'on va vous raconter. Maintenant, si vous voulez lui poser des questions, on va lui poser des questions. Ça, vous pouvez répondre à vos questions. Moi, j'ai une question par rapport à la modélisation. À qui revient la décision politique?
de dire, oui, il faut moderniser les voies et on peut pas faire. Oui, c'est C'est les RFF, c'est la région, c'est l'État. c'est l'État qui paye une quantité. Ensuite, RFF répartit, a proposé, elle a proposé des travaux de priorité et l'État alloue une enveloppe et sur cette enveloppe, ils font les travaux, ils les retardent ou ils ne les font pas. Et quand les trois maires font appel justement à la modernisation, ils font appel à qui finalement? C'est qui vote C'est des l'État qui Donc le gouvernement. Voilà, ouais, c'est l'État. Donc le ministère des Transports, Voilà. en dernier, qui ensuite va ordonner à la RFF justement de. Voilà. Mais vous avez compris que nous, ce qu'on veut préalablement, c'est qu'il y ait une étude indépendante sur Oui. parce qu'on les voit venir. Voilà. Mais il y a tellement de, Oui, tellement de structures qu'on ne sait pas ce qui revient à l'État, ce qui revient à la religion, ce qui revient. Voilà. Et C'est le gouvernement, le ministère. voilà. Et le gouvernement, à l'heure actuelle, il est encadré. Donc le gouvernement, il peut donner 1,4 milliard à l'heure actuelle. Et donc, on sent bien que la société de projet, elle en espérait beaucoup plus. Et donc, on a là un moment un peu bascule. On se demande si l'État est capable de piloter les projets qu'il a annoncés. Donc, à notre avis, l'État n'est pas capable, mais à notre avis, ça serait très très grave, si l'État a décidé de confier le bébé à une société de projet qui, elle, se tournerait vers le privé. Ça serait vraiment un abandon du service public par l'État et d'une gravité incroyable. Ça serait un cadeau inouï au privé. Donc, on vous le dit aujourd'hui, on sent venir un truc comme ça parce que l'État est aux abois et que ça serait très très grave. Ça s'est déjà fait sur Tours Bordeaux. C'est exactement comme ça qu'a été fabriqué Tours Bordeaux. Oui, après, voilà, se tourner, récupérer, par exemple, c'est nous qui gérons, donc on veut par exemple, bon, mais vous pouvez pas nous donner 4 milliards, 3 milliards, vous pouvez pas nous les donner, l'État. Eh bien, donnez-nous le truc, on va s'en occuper. Voilà. Et donc, après, on se tourne vers les banques, on fait des emprunts, on dit que c'est garanti par l'État, etc. Et puis, on fait la tambouille. Et ce sont des privés qui font la tambouille avec un emprunt garanti par l'État. C'est vraiment un raccourci, une confiscation de la façon dont les décisions doivent être prises. Si ça se met en route, alors là, ça serait très grave. Ça, c'est un risque pour le GDSO ou aussi pour la modernisation des voies? Ah non, pas pour la modernisation. La modernisation des voies, ça sera... L'appel des maires gêne beaucoup. La modernisation. Rousset a eu une éruption de Mouton quand il a entendu ça, à tel point qu'il a pris peur. Parce que nous, on est un petit peu morpions. L'appel des maires, on l'a envoyé à l'Europe en disant, mais vous voyez quand même, il y a des maires qui se bougent. Tête de ligne Bordeaux, arrivé Irun, et puis l'intermédiaire, le maire de Bayonne, il réclame la modernisation des lignes existantes. Pourquoi on fait ça? Parce que l'Europe doit donner de l'argent. L'Europe va dire, mais attendez, qu'est-ce qu'il y a? Il demande la modernisation des lignes existantes et elle demande de l'argent pour financer une LGV. Donc, ils ont peur que la source de financement de l'Europe soit tarie, que l'Europe dit, finalement, débrouillez-vous, si vous modernisez la ligne, vous modernisez la ligne, nous on ne donne pas de sous. J'ai tellement fait peur. On a appris par une bande, vous le gardez pour vous, que Rousset remonte à Bruxelles pour dire le 25, ne nous oubliez pas, puisqu'ils vont maintenant voter justement des subventions pour le GPSO. Ils ont très peur que le financement européen leur échappe. Ils sont prévus démarrer quand? Dans quelle année? D'ici 2030? Sur Toulouse, L'an prochain, sur Toulouse, là, cette année-là, ils font les aménagements des lignes, des sorties de Bordeaux et d'entrée de Toulouse, les aménagements ferroviaires, qui coûtent moins cher. Et après, dans les meilleurs cas, la société de projet pousse, c'est l'an prochain que devrait démarrer Bordeaux-Toulouse. Parce que ça sera, 25-26.
Sur Bordeaux-Dax, Vous avez les tableaux pas là, mais dans le. Les cours de taxes, tout ça, ah ça y est, ça y est. Il y en a quelques-unes qui sont parties, mais il y en a d'autres qui vont. il y a la TSE et la taxe de séjour, c'est parti. Sur la base des estimations qui avaient été faites en 2020. Oui. Parce que vous avez vu combien les matériaux ont augmenté, etc. Et Bordeaux-Dax n'est pas programmé. Il faut qu'il y ait une loi de programmation de Bordeaux-Dax. Et là, le gouvernement, c'est sûr qu'il va y avoir des maires qui disent mais modernisons la ligne plutôt que de construire. Le Conseil d'orientation et d'infrastructure, il disait ça déjà en 2018. On peut moderniser la ligne, c'est pas la peine de construire une LGV. Il ne le dit plus. C'est pour ça qu'il faut appuyer maintenant. Il ne le dit plus. Il y a 3 écolos qui ont été sortis du CEI. Et il y a 3 du BTP qui sont rentrés. Donc il l'a dit en 18, il ne le dit plus maintenant. Mais vous voyez que le calendrier pour nous, pour Dax, Dax-Carpentière est très éloigné. C'est 2042. Entre 38 et, 2038 et 2042 quand même. Ouais. Mais bon, voilà. Mais quand on voit tout ça, quel intérêt pour l'État de faire une... Il y a eu une nouvelle. Voilà. Comment faire? Je veux dire, si on est dans une merde possible. Oui, mais c'est un filon pour Bercy. Voilà. La LGV, c'est un produit d'excellence français, entre guillemets, les centrales nucléaires, ça. Et donc, il faut le pousser. Voilà, donc il y a une logique qui est de notre temps. Parce qu'aujourd'hui, des précurseurs de ce projet, comme M. Crozet, qui est un professeur émérite de Lyon, qui est une sommité du transport, ne sont désormais anti-LGV. Savary, l'ancien député du Gironde, qui est venu ici à la CCI défendre la LGV, est aujourd'hui hostile. Tout ça est en train de changer, mais il y a encore le vieux monde qui résiste là-dessus. Et puis pour des élus, comme vous savez, c'est vraiment la vanité qui déborde. Je vais partir en laissant les LGV. Une LGV, il faut bien se rendre compte que le coût d'une LGV, c'est 70% du bâtiment. C'est du BTP, fondamentalement. Le côté ferroviaire représente une partie pas négligeable, mais ça représente 35 et 40%, pas plus. C'est d'ailleurs pour ça que, dans l'exemple de Tour Bordeaux et ceux qu'on voit apparaître petit à petit, il y a très certainement des sociétés telles que les grands du bâtiment qui sont intéressés et qui participeront très certainement dans l'établissement public correspondant, participeront au financement, se porteront garant. Après Bordeaux-Toulouse, ça se justifie, et il le justifie comme ça, en disant Toulouse, 4e ville de France, qui n'est pas desservie par une LGV, c'est pas normal. Oui, mais qui a une ligne existante qui va tout au droit de la ligne du Capitole, qui modernisée, aurait fait les mêmes performances. Mais la LGV, ça c'est plus chic. Et on le justifie aussi en disant que Paris-Toulouse, en train, ce sera plus intéressant que Paris-Toulouse en avion. Ce que moi je voudrais revenir, parce que je vois que peut-être qu'il y en a qui vont partir, l'objet de la conférence. Ce que les maires ont fait est quelque chose de très courageux. Parce que vous imaginez que les maires qui font ça face à l'autorité régionale, il peut y avoir des... Cependant, nous voulons apporter un éclairage associatif qui dit les Grecs basques va arriver en 2027 et ça ne nous fait pas peur, c'est pas ça qui déclenche l'urgence. Nous souhaitons la modernisation des voies existantes plutôt que la LGV parce que c'est une solution de bon sens pour toute une série de raisons. Combien de vous exposez, économique, écologique, etc. Donc, le premier point, c'est ça. L'arrivée de l'Y-Glace ne nous fait pas peur. En plus, on soutient les opposants de l'autre côté. Voilà. Mais, à titre d'exemple, l'étude dont parlait Pierre tout à l'heure,
elle envisage une augmentation du fret international en 2030 de 20%. Le fret international, c'est ceux qui arrivent et qui partent d'Andaï. Voilà. Aujourd'hui, il y a en moyenne, chiffre 2019 consolidé par RFF, 8,15 trains par jour, c'est-à-dire 4% de trains de fret international. 20% d'augmentation en 2030, après l'arrivée de l'Y basque. Ça fait 9,78. 10. 5%. Et nous sommes là, à 5%, exactement à la moitié du nombre de trains de fret international qu'il passait à la fin du siècle dernier, en 1999. Il en passait 20, là il en passera 10. Donc vous voyez à quel point les études qui sont fournies à l'Europe rendent ridicule l'apport qui serait dévastateur de l'Y basque. Ça, c'est le premier point qu'on voudrait, je ne dis pas corriger par rapport à ce qui, mais voilà, par rapport à ce qui est perçu un petit peu, on dirait que c'était qu'on n'y manque pas, parce qu'on est pris à la gorge. Non, on n'est pas pris à la gorge par l'Y basque. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous considérons très dangereux que l'étude sur le coût de la modernisation des voies existantes soit prise en compte par RFF, qui a fait ses preuves. Je vous rappelle qu'il nous a fallu 8 ans à l'Observatoire du trafic, qu'ils finissent par avouer du bout de lèvres et écrire du bout des doigts qu'ils avaient compté les trains qui s'arrêtaient à Bayonne 2 fois. Un à l'arrivée et au redémarrage. 39 trains par jour. Fantôme. Plus de 14 000 trains. Vous voyez qu'ils avaient estimé le train de fret à 170 pour le Pays Basque, voilà, et qu'on en est au chiffre que je viens de vous dire tout à l'heure. On en est au nord de Bayonne et jusqu'à Bordeaux, 13 à 14 trains de fret. À Bordeaux, il devait y avoir 345 trains. Oui. On en est à 89. Donc c'est ces gens-là qui vont nous faire les estimations des coûts. On sait comment ils font. Ils ont leur objectif, ils tripotent dans le couloir, dans le tiroir, et ils mettent les chiffres qui vont justifier les trucs. C'est des chiffres qui n'ont rien à voir avec la réalité. Dans les chiffres aujourd'hui en 2020, ça s'effondre de partout quand ils ont accepté de corriger l'observatoire des trafics. Dans la semaine suivante, ils ont dit bon, on arrête l'observatoire des trafics. Parce que l'observatoire des trafics, loin de mesurer la saturation, il mesurait la non-saturation. Et le recul de la saturation. Voilà. Donc, c'est pas eux qu'on va confier. Ça serait, voilà, donc sur ces 2 points. On n'est pas pris à la gorge par le Y basque, et il faut que ce soit une étude indépendante qui fasse ce boulot. Nous, c'est l'apport que nous on fait et sur lequel on va peser de tout notre peu. Voilà. Et puis vous verrez donc, à la lecture de ça qui date depuis avril 2020, aujourd'hui, avec la pluie de taxes qui arrive, combien nous avions raison une politique. Voilà. Et puis, franchement, il y a des étonnements qui nous étonnent. Vous savez pas? Mais je pense qu'il y a des étonnés, des non-étonnés aujourd'hui, qui vont être étonnés que les conditions qu'ils ont posées à la main, comme ça, dans un coin de feuille, ne vont pas être prises en compte. Et que nous, on sera étonnés que ces non-étonnés doivent payer.